naturel en fait, et à vouloir habiller les frictions qu'il y a avec les autres civilisations comme s'il y avait une voie à une civilisation mondiale et que fondamentalement les différences pouvaient être dépassées alors même que ça contredit la notion même de nature et de civilisation. Si on peut analyser le conflit de Palestine et Israël dans un contexte macro-politique, évidemment qu'il y a un rapport à ça aussi, non? Et comment tu analyses à niveau macro-politique ce conflit, Arnaud? Alors, ce qui est très intéressant avec le cas d'Israël, c'est que c'est un pays neuf dans l'histoire du monde. C'est un pays qui est créé par les armes et qui est un pays où les Juifs qui ont créé l'État d'Israël viennent d'Occident principalement, et ils ont créé une nation qui est fondée sur des fondements de gauche, comme l'autogestion, les kibbutz. Donc en fait, on a une identité qui est marquée à gauche, mais qui a des accents dans la pratique à droite, avec le militarisme, avec l'autodéfense, avec, j'ai envie de dire, un recours à la force dont Israël ne se prive pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle existe, sinon elle ne pourrait pas exister, cette nation. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir que ce pays, il est soutenu par le plus grand pays du monde en termes de puissance, les États-Unis d'Amérique, qui lui est un pays fondé sur les principes fondamentaux de droite. Donc on a, j'ai envie de dire, un jeu de miroir où la gauche et la droite peuvent se retrouver pour défendre l'identité d'un peuple qui a revenu, excuse-moi, je voulais dire qui a retrouvé ses origines dans une partie du monde que tout le monde revendique et qui mène évidemment à des guerres, peut-être même des guerres perpétuelles. Et pourquoi précisément toute la gauche mondiale, surtout la gauche woke, soutient la Palestine en ce moment? Non, c'est incompréhensible si on analyse quelles sont les revendications de la gauche, par exemple, non, le sexisme, le féminisme, le LGBTisme, etc. Et c'est incompréhensible, non, étant bon, qu'ils sont tout le contraire. Alors, ce que je pense fondamentalement de l'hostilité de la gauche mondiale envers Israël, c'est que précisément, elle attaque cet État pour ce qu'il défend à droite. J'ai envie de dire, par exemple, son peuple, sa terre, avec la force, et on va dire ce droit j'allais dire, à écraser ses ennemis. Voilà. La gauche, elle voit le peuple palestinien, dont on sait j'allais dire qu'il n'y a pas de peuple palestinien, puisqu'il y a des Arabes en Palestine, et qu'il y a, pour légitimer le droit à ces Arabes à avoir un État, on va inventer une mythologie qui sera la mythologie palestinienne, et cette mythologie, elle est habillée de victimisation permanente, et la gauche adore les victimes parce qu'elle a besoin de victimes pour exister. Je veux dire, au 19e siècle, c'était les prolétaires. Au 20e siècle, les prolétaires qui ont fait leur dictature, ça n'a pas été une réussite. Et aujourd'hui, il y a un nouveau prolétariat, il y a les nouveaux damnés de la terre. Et la victime des victimes, la victime suprême, c'est le Palestinien qui, lui, est dépossédé de sa terre et qui est écrasé par une nation nationaliste d'extrême droite, avec un pouvoir religieux, qui veut imposer aux Palestiniens un droit qui serait injuste. Ce qu'il y a, et qui est frappant dans cette histoire, c'est qu'on se retrouve effectivement avec une gauche qui défend, au nom de ce tiers-mondisme, au nom de la défense de ces opprimés, je mets des guillemets parce que si des Palestiniens peuvent être opprimés, oui, ils peuvent aussi être oppresseurs. Et les Palestiniens sont même aussi opprimés d'abord
par les propres forces palestiniennes, qui sont des terroristes et qui agissent par la terreur dans ses propres territoires pour mener une guerre, elle aussi religieuse, elle aussi totalitaire, islamiste, qui vise à se servir de ces populations civiles comme des boucliers, à s'en servir comme des victimes devant les caméras, pour servir un projet qui est hostile, qui est en réalité indéfendable avec les idéaux de la gauche tels qu'elle se les conçoit. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas une seule formation politique dans ces territoires palestiniens qui soit enviable. Il n'y a que des mouvements communistes, nationalistes, arabes, islamistes, j'ai envie de dire djihadistes même, hein, je veux dire qui prônent le djihad. Il n'y a pas de formation libérale, démocrate, honnête, j'ai envie de dire, qui pourrait concilier les droits humains, la politique pacifique. Oui, effectivement, comme il n'est pas permis d'être antisémite, l'antisionisme est un visage confortable pour pouvoir exprimer de l'antisémitisme sans pouvoir s'en revendiquer directement, ou en tous les cas s'habiller des oripeaux de ce que ça a donné, évidemment, et de pouvoir se détacher des crimes antisémites du nazisme, tout en donnant un petit peu la même musique, c'est-à-dire qu'on a derrière la criminalisation de l'État d'Israël une volonté de réécrire l'histoire conflictuelle de la création de l'État d'Israël et de sa survivance aujourd'hui, et d'essayer de raconter que les victimes sont les bourreaux, et les bourreaux sont les victimes, que les juifs d'hier sont devenus les nazis d'aujourd'hui, et on essaye d'habiller cet État juif comme étant le nouvel État nazi, honni, qui doit être éradiqué pour racheter les péchés du monde entier, avec d'ailleurs une double dimension. Dans le cas d'Israël, il y a la dimension juive, bien sûr, de l'État, mais également celle qui est alliée à l'Occident. Hein. L'Iran parle de petit Satan et de grand Satan. Et dans cette perspective, les Juifs sont visés par un islam mondial belliqueux comme étant l'avant-garde d'un Occident qui, lui, derrière, soutient cet État d'Israël et dont, en fait, il faut se débarrasser complètement. Non, mais tout le monde sait que l'Iran développe des armes en secret, et après j'entends, ouais, mais Israël aussi, non, mais j'entends que l'Iran fait du terrorisme, il tue des civils, oh, mais Israël aussi, etc. J'entends ça. Et est-ce que ça serait immoral de dire, bah, si les deux le font, il vaut mieux que les armes qui sont voilà, pas officielles ou qui la force, qu'elles soient dans le bon côté ou de mon côté ou du côté de quelqu'un qui va mieux gérer le monde. Et si tu comprends ma question. Une très très bonne question parce que je pense que c'est le fondement même du tiers-mondisme. Le fondement même du tiers-mondisme, c'est de dire il faut l'équilibre des puissances. Et dans cet équilibre des puissances, on met sur le même plan une nation fondée sur des principes justes et une nation fondée sur des principes injustes. Le régime iranien est une excellente caricature de ce qui n'est pas souhaitable pour une société. Et ces gens prétendent, avec leur programme nucléaire, vouloir égaliser un rapport de force avec une civilisation qui, elle, ça peut se défendre, hein, mais selon moi, n'oppresse pas. Et effectivement, je pense que c'est sûrement polémique, mais je préfère bien sûr que la puissance, la force, soit du côté d'une civilisation qui est meilleure, que j'estime plus bienveillante, en tout cas qui permet beaucoup plus le progrès économique et social, plutôt que une religion archaïque
qui prône le totalitarisme, qui prône le terrorisme. Ça m'inquiète beaucoup plus. Est-ce que c'est possible aussi, d'après toi, que pour que la démocratie soit pleine, elle doit être complètement internationalisée? Alors je pense justement que la démocratie, c'est une spécificité occidentale. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des civilisations qui ne peuvent pas être démocratiques. On le voit bien par exemple les nations amies de l'Occident comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan. Ce ne sont pas des occidentaux et pourtant ce sont des pays parfaitement démocratiques. Donc on sait que ce n'est pas complètement que l'Occident qui peut être démocratique, mais c'est en Occident qu'est née la démocratie. Et je pense qu'elle est spécifique à j'allais dire, les valeurs occidentales, son évolution, la spécificité de cette civilisation. D'autres civilisations qui peuvent acquérir ce même système de gouvernement, qui est plus enviable que la dictature, c'est une bonne chose. Malheureusement, on peut le voir dans l'essentiel des pays du monde, la plupart des pays du monde ne sont pas démocratiques, ces valeurs-là sont rejetées. Elles sont rejetées même quand, j'allais dire, les États-Unis viennent l'apporter pour reconstruire une nation en disant, bon, on vous débarrasse d'un dictateur comme Saddam Hussein, on organise une démocratie, et qu'est-ce que ça devient derrière? Il y a l'État islamique. Il y a un effondrement de l'État, les gens se tirent dessus parce que, j'allais dire, polisser les affrontements et les rendre possibles dans un parlement, et ben c'est pas fait pour toutes les cultures. En Afghanistan, on a créé aussi une démocratie, et en réalité, on s'est aperçu que personne n'en veut là-bas, véritablement, et si elle n'est pas soutenue par des armes occidentales, les gens retournent à leur mode de gouvernement qui est, bon, que nous, on estime en Occident, je pense à juste titre, comme abject et injuste. Et cette petite musique fait son chemin en Occident, et c'est aussi pour ça qu'on a du mal, parce qu'il y a une social-démocratie, parce que la démocratie est le cheval de Troie du socialisme, et que lentement, mais sûrement, les nations occidentales dérivent, y compris même les États-Unis, les États-Unis à sa création ne sont pas un pays socialiste. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est une social-démocratie. Est-ce que c'est un pays qui est moins socialiste que l'Europe en général? Oui. Est-ce que c'est un pays où l'État intervient dans l'économie? Bah oui. Donc on voit que c'est au bout du chemin, le socialisme ne marche pas et c'est la mort. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a, peut-être qu'on en dira un mot, mais Javier Milei, qui est le seul dirigeant du monde en Argentine à vouloir faire machine arrière. C'est-à-dire, on ne va plus aller vers plus de socialisme, on va essayer d'aller vers moins.